8h16, c'est l'interview politique. Je reçois la ministre déléguée à l'Industrie et en charge au gouvernement de la logistique des vaccins. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Pierre de Villeneuve. L'Europe tente de rattraper les loupés des livraisons de vaccins. Les Européens et donc les Français attendent, regardent certains pays qui vont beaucoup plus vite. Sommet européen en cette fin de semaine, avec notamment Joe Biden qui s'est félicité de vacciner bientôt 200 millions d'Américains. L'Europe a haussé le ton vis-à-vis d'AstraZeneca, taxé de faire de la rétention de livraison vers l'Union. Est-ce que vous êtes en mesure, ce matin, Agnès Pannier-Runacher, de rassurer les Français? Va-t-il y avoir de nouvelles doses, plus de doses très prochainement? Oui, tout à fait. Nous attendons des livraisons importantes la semaine prochaine. Près de 3 millions de doses qui vont arriver en France, qui sont confirmées par les différents laboratoires. Et vous savez qu'aujourd'hui, notre stratégie vaccinale repose beaucoup sur le laboratoire BioNTech associé à Pfizer, qui ont toujours été au rendez-vous depuis le début de la vaccination. Cela nous permet de confirmer l'objectif de 30 millions de Français vaccinés à la fin du mois de juin. Et ensuite, est-ce qu'on va garder ce cap des 3 millions de doses par semaine? Ensuite, on a des variations qui sont liées aux livraisons de Moderna qui livrent une semaine sur deux. Mais grosso modo, on tourne effectivement entre 2,5 millions et 3 millions de doses avec une montée progressive jusqu'à près de 4 millions de doses fin avril, début mai. Est-ce que, pardonnez-moi de poser cette question, mais vous savez, c'est celui qui attend son produit et qui malheureusement ne l'a toujours pas. Est-ce que cette fois-ci, c'est pour de bon? Lorsque je regarde les chiffres, l'essentiel des livraisons repose sur l'apport de BioNTech Pfizer, près de 2 millions de doses à partir de la semaine du 5 avril. Ils ont toujours été rendez-vous. Et sur Moderna, qui a tenu, alors certes avec des tensions, parfois un décalage de 2 jours, de 3 jours, mais qui a toujours rattrapé ces livraisons. Donc je suis effectivement confiante. Et puis Janssen a également confirmé le démarrage de ces livraisons. Donc vous voyez, nous mitigeons Je note nos que vous ne risques parlez pas entre trop différents d'AstraZeneca. laboratoires. AstraZeneca, on a sécurisé les doses avec le blocage des doses en Italie. On a désormais un pool de 29 Les millions 30 de doses millions, qui va permettre, le cas échéant, si ces doses n'étaient pas destinées au marché de l'Union européenne, à faire en sorte qu'elles soient bien à destination du marché européen. Sur ces 29 millions de doses, il y en avait 16 qui étaient destinées pour le marché européen. Donc, vous voyez, elles sont là, elles existent et nous attendons la libération des tests pour valider le fait qu'on peut livrer les doses. Et sur les doses restantes, on est en discussion, mais l'avantage, c'est qu'on a aujourd'hui la main sur ces doses. Je note le mot sécuriser les doses. Votre collègue Le Drian parle, lui, de chantage. Emmanuel Macron de contrôle du mécanisme des exportations. Concrètement, est-ce qu'on est entré dans un bras de fer entre Londres et l'Union européenne? Je crois qu'on est surtout en train de faire en sorte de faire respecter un contrat qui a été signé avec une entreprise qui a développé ou a industrialisé une recherche britannique et que ce contrat doit être tenu. Il a été signé à un jour de différence entre l'Europe qui l'a signé en premier et le Royaume-Uni et il comporte la même clause de livraison dans les deux contrats. Donc je trouverais curieux qu'il ne soit pas interprété et mis en œuvre de la même manière et c'est la responsabilité de l'entreprise que de mettre en œuvre son contrat conformément aux clauses qui ont été arrêtées. Donc ensuite, nous prenons nos responsabilités et nous utilisons les leviers à la disposition des États pour faire en sorte que ce contrat soit respecté. AstraZeneca a une technologie qui devrait permettre de livrer beaucoup de doses. On comprend qu'ils ont des difficultés industrielles. On peut le comprendre. Je crois qu'il faut rappeler que c'est quand même une prouesse industrielle qui est réalisée par ces 3 laboratoires, quels que soient les reproches qu'on peut leur faire. C'est une prouesse qui n'a jamais été réalisée auparavant sur la planète. Maintenant, ces aléas, ces à-coups de livraison, ces sincérités successives d'AstraZeneca expliquent que les gouvernements demandent plus de transparence et surtout, tout simplement, ce qu'on demande à un professionnel et à un laboratoire de l'importance d'AstraZeneca, c'est de respecter son contrat et de le faire dans les plus brefs délais.
Et d'ailleurs, le président Macron a eu cette phrase, c'est la fin de la naïveté. Il y a donc bien eu de la naïveté de la part de l'exécutif et aussi de l'Union européenne? Je crois qu'il y a surtout une volonté de faire en sorte de vacciner au maximum les Européens, mais d'être aussi solidaires. Je rappelle aujourd'hui que c'est l'Union européenne. On a été trop réglo, en fait, c'est ça que vous nous dites. Exactement, c'est l'Union européenne qui vaccine la planète. Alors, est-ce qu'il faut faire preuve de nationalisme? Je crois qu'il faut faire attention, on le sait tous, ce virus circule sur la planète entière et le fait de ne pas vacciner crée des variants. Donc il va falloir que tout le monde s'y mette. Après, est-ce que c'est seulement à l'Union européenne de faire cette vaccination? C'est un peu surprenant et je crois que chaque pays, et en particulier des pays qui aujourd'hui ont une capacité de vaccination importante, doivent participer de l'effort général. Il est assez surprenant que ce soit l'Union européenne qui soit à la pointe sur ce sujet-là. Je pense que c'est tout à notre honneur, mais à un moment, il faut aussi savoir siffler la fin de la récréation. 19 départements sont sous restriction, Agnès Pannier-Runacher. Une nouvelle mesure hier soir qu'a annoncé votre collègue Blanquer. Si un cas de Covid est détecté dans une classe, on la ferme. Pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas carrément l'école? Parce que le maintien de l'école a été une orientation très forte que nous avons tenue. Nous sommes le pays aujourd'hui, un des pays dans le monde qui a réussi à maintenir ouvertes ces classes depuis le plus grand nombre de semaines. Et on sait tous l'impact absolument massif qu'a la fermeture des écoles sur le devenir des enfants qui sont dans cette école, le creusement des inégalités, le fait que certains enfants finalement peinent à acquérir les fondamentaux de l'année dans laquelle ils sont inscrits et que nous ne souhaitons pas sacrifier les enfants et que nous devons tout faire pour les protéger. Nous ne souhaitons pas, mais si un jour il faudra fermer les écoles, on le fera. Écoutez, à ce stade, ce n'est pas la ligne qui est retenue. On a la chance que le virus circule moins chez les plus jeunes que chez les adultes et qu'il ait moins d'impact sur les plus jeunes que chez les adultes. On a la chance également que les protocoles qui ont été retenus et bien tenus, on est en train de travailler à les renforcer encore. Et je crois que c'est notre intérêt à tous de faire en sorte que les écoles puissent rester ouvertes le plus longtemps possible. Après, là encore, on prend nos responsabilités, c'est-à-dire qu'on n'expose pas inutilement le personnel des écoles et les autres enfants à des risques lorsque on sait que le virus commence à circuler sur une école. Emmanuel Macron n'a pas voulu entrer dans un mea culpa, il l'a dit clairement. À l'inverse, Angela Merkel, elle fait son mea culpa. Comment est-ce que vous analysez ces deux positions? Je crois qu'on est dans l'exégèse de propos qui sont au fond de même nature, c'est-à-dire que chacun se dit que si nous avions eu au niveau européen un instrument aussi puissant que celui de la BARDA européenne, cette agence qui a pu subventionner au-delà de 10 milliards d'euros des essais cliniques très rapidement et très efficacement, on aurait pu aller plus loin. Moi, mon interprétation, c'est que l'absence de cet instrument est plutôt le signe d'une insuffisance d'Europe que d'un trop d'Europe. C'est parce que ces collaborations ambitieuses doivent être approfondies qu'on ira plus loin et plus fort. Donc il faut savoir être ambitieux et mettre en commun des moyens et savoir anticiper et investir massivement dans l'innovation et dans l'industrialisation. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher d'avoir été notre invitée ce matin sur Europe.